Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Nouchka, bienvenue dans le podcast. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, je suis contente d'être là. Moi aussi, très content de t'avoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nouchka, pour les gens de ma communauté qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît et nous expliquer ce que tu fais? Ok, alors je suis diététicienne du sport, Ok. donc je m'occupe principalement des sportifs, de leur nutrition dans les patients que j'accompagne. Et à côté, une de mes activités principales, c'est aussi d'être formatrice en nutrition sportive, pardon. Donc là, pour le coup, je forme des diététiciens et des coachs en nutrition sportive pour que derrière, ils puissent accompagner les athlètes dans leur suivi au mieux. Ok. Voilà, ça c'est mes deux principales branches. Après, je suis aussi sportive. Je pratique le trail et l'ultra trail. J'habite en montagne, donc ça facilite le truc. Mais avant ça, j'ai fait plein de sports. J'ai fait du triathlon, surtout des longues distances. Et puis j'ai fait de l'aviron pendant presque 10 ans, où là j'ai un titre de championne de France en équipe. Mhm. Et ça m'a suivi pendant toute mon adolescence. Ok. Voilà, à côté de ça, bah, je suis aussi sur les réseaux sociaux. J'essaye de partager mes connaissances et du contenu un peu éducatif, drôle, sportif, voilà, autour de la nutrition sportive et du sport. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai ma marque de vêtements de sport que j'ai créée il y a un an. Alors là, on l'a Cool. développé surtout pour le trail, pour les trailers, mais ça prend bien et je m'interdis pas le fait que ça peut prendre encore plus. Et le dernier volet un petit peu de mon métier, c'est que j'organise des stages nutrition et sport. Où là, pour le coup, bah, c'est un peu du réel parce que les gens, je les vois surtout en visio et j'ai pas de contact très réel à part quand je fais des conférences ou quoi, mais la plupart du temps, c'est en visio. Donc là, en gros, on se retrouve pendant quelques jours dans un chalet haut de gamme en Haute-Savoie et puis on fait du sport, on fait des conférences nutrition et c'est chouette, je rencontre les gens, quoi. Ok. Nouchka, t'as quel âge? J'ai 26 ans. Waouh. Ok. Eh ben, d'accord. Alors du coup, j'ai un milliard de questions qui me viennent en tête là tout de suite. La première, c'est donc aujourd'hui, tu vis à 100% de toutes ces activités-là? Oui, depuis le début, en fait, je t'avoue. Enfin, depuis le début, j'ai réussi à vivre des consultations d'abord. Ça a très vite pris. Et en fait, ça fait 3 ans que je fais un petit peu moins de consultations pour développer plus le reste. Parce que bah, faire 60 consultations par semaine, ça te permet pas de développer beaucoup de choses à côté, sauf si tu n'as pas de vie, quoi. Donc, Mhm. j'ai vraiment réduit les consultes. Euh, je mets d'autres diététiciens à côté qui travaillent avec moi et à qui j'envoie des patients, justement. Et, euh, et là, ça fait 3 ans que je peux vivre des formations, tu vois, juste des formations. Ok, d'accord. Quand tu délègues un patient ou une patiente à un de tes collègues ou à une de tes collègues, est-ce que tu donnes la patiente à 100% ou est-ce que tu fais une rétrocession sur la consultation ou vous avez un arrangement comme rapporteur d'affaires, vous fonctionnez comment? Ouais, c'est un contrat d'apporteur d'affaires et en gros, moi, je garde 20%. Ok, d'accord. À Voilà. chaque consultation que Et la personne va faire. à chaque consultation, en sachant que les diètes avec qui je bosse s'y retrouvent quand même parce que, en gros, elles gagnent autant que si elles avaient la consultation de leur côté. Donc, en fait, tout le monde est gagnant, personne n'est perdant, quoi. Ok, génial. Pourquoi la diététique? Pourquoi la diététique et la nutrition comme choix de formation? Ça me fait rire parce que c'est pas du tout une vocation. En Ok. fait, alors, quand j'étais petite, je voulais faire un peu 12 000 trucs comme tout le monde. Tu vois, je voulais faire médecin légiste. Mon stage de troisième, je voulais le faire, je voulais le faire chez un médecin légiste. Et ma mère est médecin. En plus, elle avait essayé de me rencarder sur des médecins, mais bon, ça marchait pas forcément, tu te doutes bien. Et après, en fait, j'ai voulu très vite être militaire.
Et je me souviens que c'était même avant ça, parce que quand je suis rentrée en sixième au collège et que, tu vois, la prof principale, elle demande à tout le monde ce que tu veux faire. Et moi, j'ai dit, bah, je vais être militaire. Et là, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc, j'avoue, j'ai mis ça un peu sous le tapis. Mais en gros, j'ai vraiment toujours voulu faire ça. Et en fait, j'ai pas lâché ça au lycée. Et je me suis dit, bon, bah, après le bac, va à la fac, fais une licence ou un truc, tu vois, pour avoir un bagage. Et puis après, engage-toi, quoi. Sauf que ma première année de fac, donc je suis allée en fac de bio. Ça s'est pas très bien passé parce que je suis tombée malade. Euh, on, on peut en parler, il y a pas de tabou, mais voilà, Mhm. je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Bref, il y a eu une grosse période où j'ai été hospitalisée, puis en sortant de là, je me suis dit, alors c'est la première hospitalisation sur les trois, va falloir t'accrocher. Ok. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais à l'armée, c'était bon, j'en ai marre de faire des choses que j'aime pas, je m'engage. Donc en fait, j'ai passé les tests, je suis allée à l'armée, et en fait, ça a duré 1 an et j'ai dégringolé encore plus, et ça a été la descente aux enfers. Mhm. Et du coup, une galère pour sortir de l'armée quand même, parce que t'es sous contrat. Et donc, j'ai dû passer par plein de médecins, psychiatres. Aujourd'hui, je peux plus bosser dans la fonction publique, si tu veux tout savoir, parce que je suis réformée, psychiatrie, machin. C'est n'importe quoi. Enfin, je peux plus bosser, genre à l'armée, Ouais. gendarmerie, pompier. Ce que tu veux, je peux plus. Euh, et pareil, une autre hospitalisation qui a duré plus longtemps, où là, je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, waouh, t'as 20 ans. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir loupé ma vie. T'as 20 ans, t'as pas de diplôme, t'as rien, enfin, t'as un bac. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, je trouve que c'est plus si grave et que je trouve que quand enfin, on a beaucoup plus le droit à ça aujourd'hui. Les jeunes se remettent beaucoup plus en question, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, je suis tombée sur la formation justement de diététicien. Et, euh, et je me suis dit, bah tiens, ça va m'aider à comprendre un peu mieux mon corps et donc à guérir. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment, Ok. c'est sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire au BTS diététique. Donc, c'était pas D'accord. une vocation. C'est pas une vocation, c'est venu comme ça. Tu as déjà parlé de toute cette période-là avec les troubles du comportement alimentaire, je crois, dans un podcast avec Sean. Ouais. Donc, si pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je vous renvoie vers le podcast de Upside Strength, dans lequel Nouchka parle déjà très bien de tout ça. L'idée, c'est de t'amener à parler aussi d'autres choses, pour le coup, avec moi. Ok, donc ça, c'est le début. Tu fais ton BTS et du coup, tu te mets directement à ton compte. Oui. Ok. En fait, en sortant du BTS, tu sais, tout le monde essaie un peu de décourager, enfin, les gens du métier en te disant, non, mais tu connais rien. Et ce qui est vrai, tu connais pas grand-chose au final quand tu sors du diplôme. Va faire un peu d'expérience en bossant à l'hôpital et puis après, tu te mettras à ton compte. Sauf que moi, bosser à l'hôpital, ça m'intéressait pas. Mes stages, je dirais pas que c'était horrible, mais c'était très contraignant pour moi d'avoir des horaires. Ça me saoulait et j'aimais pas forcément le métier en tant que tel parce que c'est pas le même métier, quoi. Et puis en plus, surtout, j'avais pas l'impression qu'en travaillant à l'hôpital, j'allais acquérir de l'expérience pour travailler en libéral, quoi. Mhm. Donc en fait, je me suis dit, bah vas-y, je tente et puis on verra. Et en fait, je me suis lancée comme ça. Forcément, ça fait peur au début. Je me souviendrai toujours de ma première patiente, de la première consultation au cabinet. J'étais stressée, j'ai préparé le truc pendant 3 jours, mais au final, je me suis lancée. Et ça, c'est un peu un truc euh, que je retrouve beaucoup dans tous les domaines de ma vie. C'est que souvent, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Mhm. Et la plupart du temps, quand il va au culot, avec un peu d'audace ou quoi, t'es jamais de perdant. Tu peux te ramasser, et c'est la vie, j'ai envie de dire, Mhm. mais la plupart du temps, tu arrives à avoir des belles surprises et justement à avoir des opportunités que tu n'aurais pas forcément eu, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi quand tu te lances, tu parles de cette première consultation avec cette première patiente, c'est quoi les premiers défis auxquels tu te retrouves confronté? Est-ce que ça fonctionne directement bien? Est-ce que tu as une phase où ça part fort et puis après ça redescend? Raconte-nous un peu les premiers temps de ton activité, ce à quoi tu as été confronté et comment tu as surpassé ça. Euh, Bah, au début, alors je crois que j'ai ouvert mon cabinet, je sous-louais le cabinet de mon frère qui lui est kiné. Enfin, il me Mhm. le mettait à dispo un jour par semaine. Et du coup, je m'étais fait j'avais un calendrier là pour prendre rendez-vous. Et la première patiente, je sais pas, je l'ai eu en une semaine. Je me suis dit, mais elle vient d'où, elle? D'où elle a eu mon truc? Alors, j'avais un petit compte Instagram. À l'époque, j'avais quoi, 1000 followers, tu vois? Je l'avais lancé pendant le Covid. Et, euh, et donc, en fait, j'ai eu la première patiente et puis j'en ai peut-être eu deux la semaine d'après. Et en fait, c'est venu très progressif, mais assez vite. Je me suis mis sur Doctolib au début,
qui est une plateforme en France où, je sais pas si tu es en France toi d'ailleurs? Non, en Suisse, mais En Suisse, on ok. a Mais vous avez aussi, un ok. équivalent, ouais. Et du coup, en fait, sur Doctolib, ça a tout de suite bien marché parce qu'au final, les gens te trouvent assez facilement. Donc, c'est venu très vite et je dirais en un an, j'arrivais à faire plus de 50 patients par semaine, quoi. Mhm. Ok. Donc, ça a été très, très vite. Après, les défis auxquels j'ai été confrontée, forcément, c'est qu'au début, t'es un peu perdu. T'as pas de mode d'emploi sur comment faire une consultation, donc tu dois tout construire. Et en fait, tu n'as pas de, tu t'as pas de mode d'emploi. Je dirais que chacun construit son truc un peu comme il veut. Je sais que je travaille pas comme mes collègues, que mes collègues travaillent pas comme d'autres collègues. Et c'est un peu comme le coaching, c'est un peu comme tout. On a tous notre méthode et il faut trouver ce qui nous convient finalement. Ok. Mais parce que du coup, pendant le BTS, ils ne vous donnent pas un espèce de en mode d'emploi utilisable général, et puis après, toi, tu vas diversifier selon tes sensibilités et ce que t'aimes Pas pas? du tout, pas Ok, du tout, d'accord. pas du tout. Non, non, on t'apprend pas comment faire une consulte. Il y a, D'accord. il y a, il y a beaucoup de choses à dire sur le BTS. Il y a beaucoup de diètes qui te diront que le BTS, il est nul. Bon, il n'est pas forcément très adapté. Après, t'acquiers quand même plein de bases en biochimie, physiologie, physiopathe. Même si la biochimie, il y a beaucoup de diètes qui trouvent que ça sert à rien. Moi, je trouve que, tu vois, dans mon métier, c'est super important. Mhm. Donc, il y a des choses à revoir. C'est certain pour que ce soit vraiment pratico-pratique, mais tout n'est pas acheté. D'accord. Ok. C'est à quel moment que tu décides de t'orienter plus vers les sportifs et la nutrition du sportif? Est-ce que c'est dès le départ ou est-ce qu'au départ, tu as monsieur, madame, tout le monde, puis à un moment donné, tu te dis, ouais, j'aimerais quand même bien affiner le tir et du coup aller dans un truc qui me passionne plus et m'intéresse plus? En fait, très vite, au début, j'ai fait un peu tout le monde. Et puis, en fait, j'étais dans un club de triathlon et puis je connaissais plein de gens qui travaillaient dans le sport et tout le monde m'a dit, mais vas-y, fais de la nutrition sportive, il n'y a pas beaucoup de diètes du sport. En plus, tu vas pouvoir aider plein de sportifs. Et en fait, on m'a un peu poussé là-dedans. Mais tu vois, quand j'ai passé mon BTS, c'était même pas forcément une envie particulière de faire ça alors que je faisais du sport pour autant. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais dire que je prends des sportifs, je vais me former en nutrition sportive, j'ai commencé à lire des trucs, j'ai fait un DU pour essayer de me spécialiser. Et en fait, ça s'est lancé un peu comme ça, on m'a poussé, et en un an, je faisais quasiment plus que des sportifs. Je dirais en 2 ans d'activité, j'arrivais à avoir que des sportifs en consultation. Ok. Et Sportif. j'ai pris aussi, Oui, vas-y. j'ai aussi pris, excuse-moi, j'ai pris aussi plus de plaisir parce que c'est bête, hein, mais bah, quand t'as quelqu'un qui vient te voir pour juste perdre du poids ou avec une pathologie, ou quand t'as un sportif qui vient en consulte, je te jure qu'ils n'ont pas le même mood. Et t'en as un qui peut se plaindre parce qu'aujourd'hui il pleut, et l'autre qui va te dire, ouais, aujourd'hui il pleut, mais j'ai fait une super séance, donc je vais bien, quoi. Et en fait, moi qui suis un peu une éponge émotionnelle, j'avoue que je me sens mieux avec des sportifs en consulte parce que ils sont de meilleure humeur tout le temps, quoi. Je vois, tout à fait. Euh, Quand tu as fait le DU, tu as vu un changement en termes de pédagogie et puis de pratico-pratique ou c'était un peu la même chose que pour le BTS? Forcément, c'était plus adapté aux sportifs, donc on avait plus de protocoles, etc. Mais je trouvais que c'était pas encore parfait pour sortir vraiment de là et avoir un bagage assez conséquent pour réussir à bien prendre en charge un sportif. Et c'est d'ailleurs ce DU-là qui m'a donné l'envie de créer ma formation, quoi. Et en plus de ça, tout le monde m'a dit, le DU ne le fait pas, il va rien t'apporter au niveau connaissance, etc. Et j'avoue que j'ai quand même voulu le faire d'un point de vue crédibilité, parce que tu sais, les gens, ils sont un peu, si t'as pas le diplôme, t'es pas compétent. Même si je Mhm, pense que tu vois, t'as des gens dans la nutrition qui sont peut-être plus compétents que des diététiciens diplômés. mhm, Mais malheureusement, en France, c'est un peu comme ça, malheureusement ou heureusement, parce que quelque part, faut quand même avoir des diplômes pour exercer certains métiers. Mais, mais le titre de diététicien du sport n'étant pas protégé, c'est-à-dire que c'est pas un diplôme en tant que tel, t'es pas obligé de passer un DU pour dire que tu es diététicien du sport. ok. Euh, voilà, mais je l'ai passé quand même parce que je me suis dit, niveau légitimité, on m'embêtera moins. Cependant, je ne trouve pas que j'ai plus appris que toute seule par mes recherches, tu vois. Mhm. Ok. Mais c'était ouais, c'était avoir cette légitimité apportée par le diplôme, au moins comme ça, t'es tranquille. Ouais, tout à fait. Ok. Du coup, tu m'as offert une transition rêvée, merci. C'est qu'est-ce que tu prends?
de tes parcours de formation et que tu as transposé dans les formations que tu donnes et qu'est-ce que tu prends pas et du coup, qu'est-ce que toi, tu as rajouté? C'est quoi ta patte dans la création des formations que tu fais? Alors déjà, tu vois, dans le DU que j'ai suivi, on avait plusieurs profs et tu avais des profs qui pouvaient se contredire, des profs qui n'étaient pas forcément à jour, des profs qui avaient des positions très marquées. Et du coup, je trouvais que c'était un peu difficile de s'y retrouver là-dedans. Donc moi, j'ai essayé de faire une formation, et je pense que j'ai réussi, qui est assez à jour scientifiquement. Tu vois, tous les ans, je la remets à jour avec les dernières données, les dernières recherches, les dernières recommandations pour le sportif. Forcément, j'essaye de pas me contredire parce que je suis le seul prof, donc là-dessus, il y a pas de souci. Sur le DU, il y avait quand même beaucoup de pratico-pratiques. Tu vois, je donne un exemple. On avait un cours sur les glucides, sur comment gérer l'apport glucidique du sportif, un cours sur les protéines, pareil. Alors, il y avait beaucoup de choses à redire dans les cours, mais on avait quand même beaucoup de pratico-pratiques sur l'apport hydrique, etc. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que déjà, le diététicien qui prend en charge un sportif, il comprenne ce qui se passe dans son corps. Parce que c'est bien beau de dire il faut tant de grammes de glucides et puis il faut recharger le glycogène, etc. Mais si tu comprends pas comment ça fonctionne intérieurement, c'est compliqué. Donc j'ai une grosse partie justement physiologie biochimie. Et parfois j'en ai qui sont un petit peu largués parce que c'est loin en fait dans leur formation. Mais je trouve que c'est vraiment important. Et je te l'ai dit au début du podcast, la biochimie, je trouve que c'est important dans mon métier. Mhm. Tu es obligé d'être un peu calé sur les métabolismes et sur comment fonctionne le corps pour comprendre comment un sportif va s'alimenter. Parce que tu vas savoir ce qui se passe intérieurement, quoi. Mhm. Donc moi, j'ai rajouté une grosse partie là-dessus. Et puis j'ai rajouté aussi des études de cas. Où là, pour le coup, ils ont 8 études de cas, ouais, c'est ça, 8 ou 10, 8, et ils travaillent en autonomie, en groupe, pendant 2 heures. Après, on corrige tous ensemble, mais en gros, ça, tu vois, il y a d'abord la partie théorique, et après, à la suite de la formation, on fait des études de cas, et ça permet d'appliquer en fait ce qu'on a vu durant les cours théoriques à un vrai cas, qui est un de mes patients que j'ai eu en consultation, et pouvoir le prendre en charge concrètement, quoi, comme ils feraient finalement s'ils étaient en consultation avec un sportif de ce type, Ok, d'accord. Et du coup, ta formation, elle se donne en présentiel ou en distanciel? en distanciel. D'accord. Ouais, je donne des cours en live une fois par an au début de l'année, donc entre janvier et avril, là c'est les derniers cours cette semaine. Et après, en fait, il y a un replay qui est dispo et tu peux accéder à la formation toute l'année et du coup accéder aux mises à jour de l'année d'après, quoi. D'accord. Et une fois que la personne, elle prend, elle a accès à cette formation-là toute sa vie ou Ouais, elle est ouverte pendant un temps donné? toute sa vie. Par contre, les mises à jour, si je fais si je fais des mises à jour, pas forcément du cours donné, mais si je rajoute d'autres cours ou d'autres études de cas, là je fais régler un supplément, quoi. Ok, d'accord. Comment t'as, sur toute cette partie qui n'a rien à voir à proprement parler avec le métier de diététicienne, mais plus sur la partie entrepreneuriale de tout ce que tu gères, parce que du coup, il y a la délégation, il y a les formations, il y a les vêtements, enfin, il y a tout ça. Comment est-ce que tu gères tout ça? Est-ce que tu as toujours eu cet esprit entrepreneurial? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Voilà, c'est quoi un peu l'envers du décor? Parce que ça fait beaucoup de trucs quand même. Ça fait beaucoup de trucs. Je l'ai pas toujours eu. Enfin, je l'ai pas toujours eu. J'en sais rien parce qu'au final, dès mes 19, dès mes 20 ans, j'étais là-dedans. Donc en fait, je sais Mhm. pas trop te dire si je l'ai toujours eu ou pas. Pendant mon adolescence, on peut pas trop savoir quoi. Mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup de choses à gérer. Alors, un truc que les gens savent pas trop, mais que je cache pas non plus, c'est que je travaille avec mon conjoint Mhm. qui m'aide sur beaucoup de choses, notamment bah, tu vois, sur le montage des vidéos YouTube. Dès que je fais des reportages sportifs de mes courses, c'est lui qui est derrière la caméra. Et de toute façon, c'est pas très compliqué à deviner, hein. Je suis toujours accompagnée, donc à un moment donné, c'est qu'il y a quelqu'un. Ah, ça veut dire que C'est tu poses pas ton trépied dans la neige, tu reviens non, derrière et puis tu... Non? Ok. non, j'avoue que j'ai jamais fait ça. Donc oui, je me filme parfois, mais tous les plans où on me filme, c'est lui. La marque de fringues, on l'a montée ensemble. Les stages, on les fait ensemble. Donc en fait, on fait à peu près tout ensemble, quoi. Sauf Ok. l'aspect technique où là, c'est moi. Donc voilà, la gestion des formations, tu vois, mon organisme de formation est certifié Calliope depuis même pas un mois, là, figure-toi. Félicitations. Donc c'est tout récent, merci. Cool. Donc c'est lui qui gère tout le suivi des étudiants pour le coup. Tu vois, il s'occupe de l'aspect administratif. Ok. Donc on se complète assez bien au final. Lui, à la base, il est coach sportif et il a fait ça pendant 12 ans et il a fini par se lasser parce qu'il en a trop fait, comme beaucoup de coachs, je pense. Et puis en fait, il a vu une opportunité qu'on travaille ensemble et puis qu'on puisse faire quelque chose en fait de ça.
Mhm. on puisse aider un maximum de monde. Et en fait, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble, quoi. Ok, cool. Parfait. Voilà. D'accord, c'est ça aussi l'envers du décor. Ça marche. C'est ça. Et Mais on tu... est pour l'instant que deux. Mhm. On réfléchit à élargir un peu le truc parce que ça devient compliqué, honnêtement. On n'arrive pas, on a du mal à suivre, ou du moins à être assez efficace pour produire autant que ce qu'on veut produire, quoi. Et tu vois, on est sur beaucoup de fronts en même temps, donc c'est parfois compliqué. Donc là, peut-être qu'on va élargir l'équipe, quoi. D'accord. Mais sinon, vous brainstormez entre vous, ça vous arrive de vous faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur, d'aller demander un consulting à droite ou à gauche pour poser une idée et avoir quelqu'un d'autre qui va peut-être vous orienter ou voilà, c'est en vase clos et vous faites ça ensemble. Non, alors on se pose une fois par semaine pendant 1 heure et demie, 2 heures où pour le coup on brainstorm ensemble. Mhm. Après, on va pas prendre un consultant à côté, mais on discute beaucoup avec nos amis autour. Tu vois, c'est aussi ça qui nous fait confirmer ou pas certaines idées, c'est d'échanger et puis d'avoir les retours. Donc c'est plus par rapport à notre entourage Ok. que vraiment par rapport à quelqu'un d'extérieur. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à faire ça, tu vois. Bon, c'est que vous en avez pas eu le besoin, donc ça, Pour le moment, ouais. la question se pose pas. Cool. Incroyable. Euh, Par rapport aux habits, qui sont bah voilà, une nouvelle, une nouvelle corde à votre arc, comment l'idée a démarré et comment est-ce qu'en fait, entre bah voilà, j'ai l'idée de créer des habits et bah voilà, à moins que vous soyez couturier et couturière vous-même, bah, c'est difficile de les créer. Comment est-ce qu'on arrive à j'ai une idée d'habit, à j'ai les premières pièces de vêtements dans mes mains et je vais commencer à les vendre? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du fait de faire les trucs au culot et d'avoir un peu d'audace. Bah, en fait, j'organisais des sorties en Haute-Savoie, des sorties course à pied. Ouais. En gros, je disais à ma communauté, bon, bah, samedi, on se retrouve, on va courir tant de bornes. Donc, ça a commencé comme ça, c'était quoi? À l'automne 2023, je crois, donc il y a 1 an et demi. Et, euh, et en fait, au bout de 2, 3 sorties, il y en a qui venaient à chaque sortie et puis qui m'ont dit, mais tu veux pas faire des t-shirts comme ça, on a tous le même t-shirt et puis on peut courir ensemble, c'est trop cool. En fait, j'ai vraiment pris ce truc-là au sérieux. Et je suis rentrée, j'ai dit, mais vas-y, on crée une marque, quoi. On crée un truc où on peut s'identifier. Et le nom Chamois Gang, ça m'a tiqué direct parce que bon, j'habite en montagne, forcément les chamois, etc. Et puis le fait de créer un gang. Donc en fait, j'ai direct eu cette idée-là. Je crois que dans la journée, on a déposé le nom. Et en fait, dans la semaine, on a trouvé des fournisseurs en Haute-Savoie, justement, qui créent les vêtements. Et en fait, ça fait 1 an maintenant qu'on travaille avec eux. Mais l'idée est vraiment venue d'un délire de, vas-y, crée des t-shirts pour qu'on soit tous pareils, quoi. Et voilà comment la marque est née au final. Ok, bon, sauf que vous avez poussé le délire loin parce que t'as pas commandé 60 t-shirts sur Temu et puis fait une impression Non, en flocage non, mais on a commencé, je dis ça, on n'est pas un gros truc, hein. Pour Ouais. l'instant, on tâtonne un peu et on réinvestit tout ce qu'on gagne, en gros. Mais la première commande, on a commandé 200 t-shirts et c'est parti en 24 heures, quoi. Chamois Gang, ok, incroyable. Voilà. Donc c'est cool. Et puis là, bah, on a fait quoi depuis? Des casquettes, des bobs, un kawaii. On est sur le développement de sacs de trail et de shorts. Donc en fait, on commence à élargir la gamme et c'est cool. Mhm. Et donc, du coup, vous bossez avec des gens de Savoie. Ouais. Ok. Les entreprises, elles sont à Cham. C'est une volonté pour vous de rester local? Oui, même si toutes les usines ne sont pas locales, pour être Oui, oui, tout à bien fait sûr. transparente avec Ouais, toi. ouais. Mais en tout cas, au moins, on peut les voir régulièrement. Tous les 2 mois, on va boire un verre ensemble et puis on peut brainstormer pour le coup. Ok, parce que du coup, toi, t'es basé à Chamonix? Moi, je suis plus près de la Clusa, Ok, mais bon, c'est pas loin, quoi. d'accord. Ok, ok. Euh, La création sur C'est quoi pour toi l'idée et le but de créer du contenu sur les réseaux sociaux? Je te pose la question parce que bon, tu as compris hein, depuis le début du podcast, je suis orienté quand même sur la partie business et entrepreneuriale de nos métiers, de notre secteur. Et c'est vrai que souvent quand je discute avec des jeunes coachs, j'ai la chance d'en avoir plusieurs en formation. Euh, Est-ce que les réseaux sociaux, c'est utile ou pas? Et comment les utiliser? Toi, maintenant qui as du recul, qui a produit beaucoup de contenu, comment est-ce que tu vois les réseaux sociaux? Pour toi, c'est quoi comme type d'outil et à quoi ça sert? Ouais. À la base, ça a commencé, donc je t'ai dit, je créais du contenu pendant le Covid pour Mhm. passer un petit peu le temps et pour pas faire un nimp de ce temps. Euh, et vu que ça a pris assez bien, tu vois, quand j'ai commencé à avoir 3 000, 5 000 abonnés, je me suis dit, oh, ben, tu commences à avoir une petite voix, essaye de pas dire de la merde. Tu vois, essaye
essaye de faire en sorte que cette petite voix-là, elle ait un impact positif. Ouais. Et en fait, très vite, je me suis mis dans ce mood de je vais partager mes connaissances que j'ai pas envie de garder pour moi parce que pour moi, il y a aucun intérêt de garder ces connaissances et c'est pour ça que je fais de la formation aujourd'hui. C'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais au final. Et en fait, très vite, je me suis dit, tu vas te servir des réseaux sociaux comme finalement un porte-parole ou je sais pas, une voix en fait pour transmettre tes connaissances en nutrition et puis en nutrition sportive et aider un maximum de gens. Donc depuis le début, c'est ça, ça a toujours été ça. Et j'essaye de vraiment me raccrocher à ça pour pas tomber dans les, comment dire, dans le côté sombre des réseaux sociaux, où parfois tu peux vite dériver pour faire des vues et pour avoir des abonnés ou quoi. Tu vois, je pense que je gagnerais beaucoup plus d'abonnés en montrant mon boule et en, et en parlant d'autres choses. Mais c'est vrai, à un moment donné. Mais je me suis toujours forcée à pas le faire. Est-ce que Euh, je- de temps en temps, tu as eu une idée que tu as estimé un peu borderline et puis tu as un espèce de voyant rouge qui s'est allumé sur le tableau de bord et tu te dis, ouais, en fait, non, je vais pas? Ouais. Alors typiquement le truc du moment, c'est le truc que je m'interdis, c'est de clasher les gens sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de vidéos, bah, ça, là, c'est des trends en ce moment et c'est ce qui fait exploser plein de gens où tu vas reprendre du contenu et du coup débunker un peu ce contenu-là. C'est pas que je trouve ça pas bien, c'est que j'essaye de toujours, comment dire, débunker et puis donner un peu de visibilité dans cet océan d'informations sans pour autant aller attaquer les gens. C'est vrai Mhm. que j'ai pas envie de tomber là-dedans. Et je pourrais parce que je pense que ça ferait beaucoup de vues et les gens me demandent toutes les semaines de débunker telle ou telle vidéo, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait d'attaquer frontalement quelqu'un. Tu Mhm. vois, je préfère aller lui écrire à la limite et puis qu'on discute et potentiellement ça va aider à rectifier son contenu derrière plutôt que d'aller attaquer frontalement quelqu'un derrière. Tu sais pas comment il peut réagir, tu sais pas si ça peut lui faire du mal. Et puis toi, il faut accepter aussi de te reprendre des retours de bâton dans la tronche parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas ça. Tu sais, ils vont clasher tout le monde et puis après ils s'étonnent qu'en retour ils se font clasher et qu'on les aime pas sur les réseaux. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, si Ouais, tu t'attaques à tout le monde, voilà. ouais, Donc ok. j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas l'énergie. L'énergie, je préfère la mettre ailleurs. Ça, c'est vrai que je me l'interdis. Et pour autant, j'ai eu cette discussion encore la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu commandes pas les vidéos ou pourquoi tu reprends pas des vidéos où tu vas rétablir la vérité, t'as un impact, t'as plus de 100 000 abonnés, etc. Mais en fait, ce serait pas moi si je faisais ça. Tu vois, Mhm. je me sentirais pas à l'aise avec ça. Et je me suis toujours dit, si t'es pas à l'aise avec quelque chose sur les réseaux, ne le fais pas. Et tant pis si ça te fait progresser moins vite. Et je pense que ça m'a fait progresser moins vite. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, bah, 5-6 ans plus tard, j'ai enfin réussi à avoir 100 000 abonnés. J'aurais peut-être pu avoir 100 000 abonnés plus tôt. Cependant, merci. Cependant, bah, T'es je suis aligné. très fière d'être restée dans ma ligne de conduite. Ouais. Ouais, et du coup, t'es aligné. Ouais, je comprends. Oui, j'ai beaucoup de peine avec. En fait, j'ai de la peine avec le concept de devoir volontairement appuyer sur la tête de quelqu'un pour se mettre en avant. Et Mm, donc, j'ai de la peine avec ce concept de vidéo où ben voilà, la personne se filme en train de regarder une vidéo et puis après, elle réagit. À moins que ce soit pour vanter les mérites de la vidéo et faire de ce moment-là quelque chose de positif. mm. Euh, mais c'est vrai que si c'est juste pour débunker, je vois pas tellement le sens. Puis au final, tu peux très bien faire une vidéo en disant, bah voilà, la semaine dernière, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, je suis pas Ouais. d'accord, sans être obligé de citer la personne. Oui, mais tu feras moins de vues. Ouais, mais au moins tu seras aligné. Voilà, exactement. Ok. Euh, dans ta production de contenu sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu te poses et tu fais un plan de création avec je vais parler de ça, ça, ça et ça, ou est-ce que tu vas plutôt à l'instinct et à l'envie, ou ça dépend des périodes? Comment est-ce que tu gères ça? Mm. Déjà, je dirais que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'arrive à avoir une organisation dans ma planification des contenus, Mhm, sur Instagram du moins, parce qu'avant c'était un peu à l'arrache. Tu vois, bah, au début forcément, quand t'as une idée, tu fais un petit carrousel, tu le postes. À l'époque, quand c'était pas encore les reels, mhm, et au début c'était une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Et puis, je crois qu'en 2021-2022, je me suis dit bon, essaye de faire un truc un peu plus régulier. Donc pendant 1 an, j'ai pris quelqu'un qui me faisait la recherche et qui me notait les idées. En gros, je lui disais chaque semaine, je veux 3 posts, j'aimerais que tu me trouves des thèmes et j'aimerais que tu me fasses en gros un petit script, quoi. ok. Donc en fait, pendant 1 an, j'ai fait ça.
à côté, moi, je pouvais produire. Donc, en gros, au lieu d'avoir 3 postes, j'en avais 4 ou 5. Et puis, au final, j'ai repris un peu d'avance. Et puis, j'ai plus forcément eu besoin de me faire accompagner là-dessus. Parce que je trouvais que mes idées... c'est mieux aussi, c'est plus spontané quand ça sort de ta tête. Mhm. Que plutôt que quand quelqu'un le fait. Donc, en fait, après, j'ai fait toute seule. Et puis, je planifie, en fait, un peu à l'avance mes contenus. Genre, je sais, jusqu'au juin, juillet, ce que je vais avoir comme contenu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je peux le bouger en fonction des choses que j'ai envie de rajouter spontanément ou des collabs que je fais ou quoi. Et puis, après, j'essaye de... En gros, je le note dans mon agenda, j'écris les scripts, je tourne, mon conjoint monte, et après, c'est prêt. Et on essaye d'avoir plusieurs semaines d'avance lorsqu'on le peut, quoi. Quand on a un mois d'avance, c'est très chouette. Donc ça, c'est pour Instagram. Et après, pour YouTube, c'est un peu plus compliqué. Je me suis lancée sur YouTube il y a 1 an et demi. Donc, je tâtonne encore un petit peu pour trouver la bonne strat parce que c'est plus chronophage, je trouve. Autant sur Instagram, j'ai trouvé mon rythme et puis j'arrive à produire une vidéo par jour, quoi, en n'étant pas stressée et en ne courant pas après le temps. Autant sur YouTube, ça demande plus de production. C'est encore quelque chose que je dois réussir à bien caler dans mon planning. Mais je sais qu'il faut le faire quand même parce que c'est niveau portée, je pense que tu peux potentiellement avoir plus de portée sur YouTube et même pour celui qui produit, c'est plus intéressant, quoi. Mhm. Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce que tu... Ah, je la refais. Pourquoi est-ce que tu penses que ton contenu marche? Parce que du contenu sur la nutrition et la diététique sur Instagram, il y en a à foison. Pourquoi est-ce que tu penses que ton contenu marche? C'est quoi les 4, 5 points qui fait qu'aujourd'hui, ton contenu fonctionne, selon toi? C'est difficile. Alors, je pense que je suis assez authentique, du moins j'essaye, et c'est quelque chose qui revient souvent. Tu vois, les gens, ils aiment bien, et même ceux qui me rencontrent dans la vraie vie, ils me disent, bah, t'es la même sur les réseaux et dans la vie. Et ça, c'est hyper important. Je trouve que tu le sens aussi sur les réseaux quand t'as quelqu'un qui n'est pas forcément très authentique. Donc ça aide. J'essaie d'apporter une petite touche d'humour aussi. Si tu regardes un peu mon contenu, mes stories, mes posts, de temps en temps, bah, j'aime bien vanner un peu, voilà, j'aime bien mettre un peu d'humour là-dedans. Je pense que avec le temps, les gens se rendent quand même compte de la pertinence de ce que je partage et du fait que je suis quand même assez scientifique, je dirais. Tu vois, on m'identifie un peu comme quelqu'un qui fait du contenu basé sur la science, et c'est tout à fait le cas, et c'est ce que je voulais. Et je pense que avec le temps, tu vas t'acquérir un peu une casquette où en gros on t'identifie à ça. Et du coup, après, tu travailles avec des gens qui sont aussi comme ça dans leur domaine, et ça, c'est un gage quand même de qualité, et les gens te font peut-être plus confiance. Ok. Voilà pour les 3 principaux points. Mhm. Pour le reste, je ne sais pas. Tu vois, je saurais pas te dire si j'aurais plus fonctionné en étant un mec. Je suis pas trop du style à penser que les femmes sont rabaissées ou quoi, mais peut-être que parfois je me ferais moins attaquer si j'étais un mec qui disait certaines choses. Ça, c'est possible. Malheureusement, je pense que tu as raison. Ouais, tu vois, des fois, on me Mais je reprend sur pense des que tu as trucs. raison. Je pense que si j'étais un garçon, on se permettrait pas ça, quoi. Mhm. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, je l'accepte, voilà. Ok. Ce qui m'offre de nouveau une transition. D'ailleurs, merci beaucoup. Tu me smoothes mes Je te transitions là depuis le facilite. début. C'est assez cool. Tu parlais du fait que tu étais une éponge émotionnelle euh, au début du podcast. Comment... Alors, déjà, comment est-ce que tu gères cet aspect éponge émotionnelle dans ton travail de tous les jours? Parce que même si, comme tu le dis, les sportifs, ils arrivent et ils sont globalement dans un meilleur mood, bah, j'imagine que de temps en temps, ils arrivent et qu'ils sont pas dans un bon mood. Comment est-ce que déjà, toi, tu gères ça, euh, cet impact émotionnel avec les gens qui arrivent en consultation? Alors, j'ai progressé là-dessus quand même. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais pleurer pour un oui ou pour un non, tu vois. Aujourd'hui, ça va quand même mieux. Maintenant, le fait d'avoir moins de consultations aussi, tu vois, quand ça arrive, je me dis, ok, c'est bon. J'ai 5 consultations aujourd'hui, j'en ai pas 15, j'en ai pas 14 derrière. Je peux donner de ma personne. Et tu vois, le fait d'avoir moins de gens aussi, tu peux aussi plus donner et plus t'investir.
Du moins, moi, je peux plus le faire parce que je sais que derrière, je vais pas avoir besoin de ramasser, quoi. Après, bah, tu vois, je pense que la vie, c'est un équilibre. Donc, forcément, si tu te déséquilibres d'un côté et que ça te prend émotionnellement, il faut que tu te rééquilibres de l'autre. Donc, j'essaie d'avoir du temps pour moi. Mhm. J'essaie de garder mon temps de sport. Mais, tu vois, j'estime aujourd'hui que le sport n'est même plus quelque chose, n'est même plus un temps libre. C'est quelque chose que je mets dans mon agenda au même titre que le travail. Donc, j'essaie d'avoir du temps en plus du taf et du sport. Et c'est Mhm. parfois compliqué, mais par contre, le fait de le faire, je sens que ça fait vraiment du bien parce que tu te retrouves, quoi. Ok. Mais, mais j'ai quand même progressé sur cet aspect-là. Tu vois, par exemple, il y a 2, 3 ans, si on m'avait insulté sur les réseaux sociaux ou qu'on m'avait envoyé un message en me disant que ma publicité de la merde et que je disais de la merde, tout de suite, j'aurais pensé que la personne a raison et j'aurais pleuré, quoi. Vraiment. Alors qu'aujourd'hui, ça me passe au-dessus. Je vais pas dire que quand tu reçois des messages à la con ou qu'on t'insulte, ça me fait rien, parce que c'est pas vrai, on est des humains, au bout d'un moment, ça t'impacte quand même. Mais, euh, mais j'arrive à passer au-dessus. Tu vois, j'arrive à me dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient pour ce que tu fais, qui te le disent tous les jours. Tu prends même pas forcément le temps de les remercier et justement de prendre du temps pour eux. Alors pourquoi tu vas prendre du temps pour des gens qui vont rien t'apporter, quoi? Ça, c'est un peu ma motive du moment, c'est en fait, j'ai pas de temps à perdre, quoi. Elle est pleine de sagesse, cette motivation. Moi, Ouais. je trouve ça bien. Mais du coup, tu reçois quand même, enfin, il y a des gens qui viennent de manière très, très agressive en commentaire ou en DM et qui viennent avec la volonté de te striker. C'est rare quand même, parce que je dis pas de choses très tranchantes en soi, et quand je le dis, je l'appuie. Donc en fait, si on veut me démonter sur quelque chose que j'ai bien appuyé scientifiquement, bah faites-le, mais votre parole, elle vaut pas grand-chose par rapport au poids scientifique, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'impacte pas trop. Et en DM, alors déjà pour m'écrire sur Instagram, il faut me suivre. Donc généralement, les gens qui me suivent pas peuvent pas m'écrire. Et Ok. ça, franchement, ça aide. Donc je vois pas les messages là. Et après, en commentaire, ça arrive, mais souvent, en fait, ma communauté répond. Et souvent, j'ai même pas besoin de répondre. Ok. Ouais, parce qu'en fait, et c'est un peu pareil avec le sport, mais j'ai l'impression qu'avec l'alimentation, c'est encore pire, c'est que les gens font une distinction entre ce qu'ils pensent être bien ou éthique, ou enfin, ce qui est des croyances personnelles et fonctionne sur l'individu, et ce qui est des faits établis. Et donc, les gens Mais mélangent tout ça, et du coup, l'émotionnel, c'est complètement bordel. Mais c'est vrai, et en fait, un truc que je dis souvent aussi, c'est je pense que la nutrition, il y a tellement de débats dans la nutrition qui sont dus en fait au fait que tout le monde se sent concerné parce que tout le monde mange. C'est vrai, au bout d'un moment, on mange tous les jours, donc on pense tous avoir notre mot à dire. Et c'est ça le vrai problème, c'est que personne va donner son avis sur l'astronomie, la physique, parce qu'on se sent pas qualifié tout simplement quand on n'est pas dans le domaine. Donc personne va aller remettre en question ce que dit Thomas Pesquet, tu vois. Ouais. S'il est platiste, ma foi. Mais, euh, mais en nutrition, tout le monde se sent concerné. Et puis, en fait, tu as tellement un accès vaste à l'information sur les réseaux sociaux que, en fait, en ayant lu un livre de quelqu'un d'un peu connu sur les réseaux ou en ayant regardé plusieurs vidéos d'un compte qui a plus de 200 000 abonnés, bah, en fait, tu penses que tu es un expert en nutrition et surtout que c'est un argument, justement, c'est un poids scientifique, le fait de j'ai lu un livre, donc forcément, tout ce que je lis dans ce livre est juste, quoi. Mhm. Alors que n'importe qui peut écrire un livre, quoi. Clairement, oui, oui, ça c'est sûr. Ok. Comment tu as choisi les diètes avec qui tu travailles? Alors, c'est des diètes que je connaissais des réseaux sociaux et qui ont suivi mes formations Ok. et avec qui je me suis liée d'amitié. Donc, en fait, c'est un peu un combo de plein de choses. C'est des personnes que je connaissais qui aujourd'hui sont des amis et que j'ai formées. Donc, niveau connaissance, je sais que ça suit. Et surtout, c'est très important pour moi de m'entourer de personnes que j'aime bien dans mon travail. Je veux pas bosser avec des gens que j'aime pas. Mhm. Voilà, donc c'est même l'argument principal, quoi. D'accord. C'est que le feeling passe bien. Après, le reste, on peut Ouais, s'arranger. Ce qui fait sens aussi, hein, parce que si le feeling passe pas, bah en fait, les choses, elles s'arrangent pas parce que la communication n'est pas possible. ouais, tout à fait. Et puis même, tu vois, j'ai déjà fait des collaborations avec des marques où oh, l'échange, la communication se faisait pas bien, et puis en fait, t'as plus envie de bosser avec eux, quoi, parce que moi, j'ai envie de m'amuser dans mon travail, j'ai pas envie que ça devienne un truc chiant, quoi. Donc c'est vraiment un critère important pour moi de travailler ou même d'échanger, tu vois, avec des personnes cool. J'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens pas cool, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu dirais que
c'est quoi une valeur qui est importante pour toi et qui est nourrie à travers les différentes activités que tu as? Parce qu'on ne peut pas parler juste d'un travail, mais on va parler des différentes activités que tu as. C'est quoi qui est Une important balle. pour toi? Ah, c'est difficile, hein. Si je dois en donner qu'une, Ouais, euh, tu me poses une colle là, je t'avoue. mais Euh, prends le temps de réfléchir, hein. C'est bien. J'aime bien en général comme ça. Parce que là, jusqu'à maintenant, tu réponds vite. Ouais, c'est vrai. Hmm, je dirais que c'est. Alors, est-ce qu'il y a un mot pour définir ça? Sinon, tu donnes ta définition, hein, ça va très bien. C'est l'humilité, tiens, dis donc. Oh, Voilà. Tu ok. vois, le fait de pas être trop sûr de toi, trop arrogant dans ce que tu vas avancer. Et puis l'humilité, ça t'apprend aussi à faire preuve de recul, d'esprit critique, de te remettre en question. Et, euh, et voilà, ouais, c'est vraiment l'humilité. Même dans les personnes que je côtoie, avec qui je discute, je trouve que c'est une bonne qualité, valeur. Je trouve que c'est bien sur les réseaux sociaux, c'est nécessaire même pour pas être trop biaisé. Donc, ouais, je dirais ça. L'humilité. Et c'est quelque chose que tu Mm. as toujours eu ou c'est quelque chose qui s'est installé avec le temps? Je ne sais pas trop. Je dirais que je n'ai pas forcément fait attention à ça jusque-là, mais que j'essaye de me l'appliquer. Je veux jamais tomber justement dans, dans le fait d'être trop sûr de moi, d'être arrogant, d'être tu vois, j'ai vraiment cette volonté de garder les pieds sur terre. J'ai pas envie que mes amis me disent que j'ai pris la grosse tête, que ça c'est vraiment. Et je trouve que c'est parfois dur. En fait, t'es obligé de lutter un peu contre toi-même parce que quand t'évolues dans un milieu où forcément t'es suivi, tous les jours les gens te parlent, on me reconnaît maintenant même sur les courses ou quoi. Donc je trouve que c'est une valeur qui s'entretient en fait et qui se cultive. Mhm. Tu penses qu'on peut vite choper la grosse tête? Vite, je ne sais pas, mais ça peut, ouais. Si tu popes vite et qu'en fait on te met toujours sur un piédestal, bah tu sais, à un moment donné, tu vas finir par croire que t'es vraiment sur ce piédestal et que t'es tout puissant, quoi. Mhm. Et du coup, les gens Je maintenant te pense. reconnaissent en course. Ouais. Genre, Oui, oui, ah, sur toutes les Anouchka! courses. Mais oui, c'est vrai, sur toutes les courses, même quand je cours, on me reconnaît, quoi. Ok. Là, j'ai fait une course à Tenerife, donc il y avait presque pas de Français, mais il y a quand même une dizaine de personnes qui m'ont reconnu, quoi. Ça te fait bizarre? Ouais, ça me fait bizarre. Je dirais pas que c'est déplaisant, c'est cool. En vrai, c'est cool. Mais ça fait quand même bizarre. Tu vois, des fois, je suis avec ma famille et puis on vient me parler. C'est pas naturel, quoi. Ok. Mais ça devient naturel quand même parce que je commence à avoir l'habitude. Je suis pas non plus une oxtag, hein, mais je veux dire, dans les événements sportifs, plus que dans la vie de tous les jours, si je me balade dans la rue, ça n'arrive pas trop, mais dans les compétitions et vraiment l'aspect sportif, ouais, ça arrive. Ok. Et les gens sont plutôt sympas? Oui, bien sûr. Bah, les gens qui t'aiment pas et qui te reconnaissent, ils viennent pas te voir, hein. Oui, mais enfin, quand je dis plutôt sympa, c'est peut-être pas bien formulé, mais euh, est-ce qu'ils sont conscients que t'es pas à disposition de eux comme tu peux l'être quand ils ouvrent leur téléphone et qu'ils vont sur ton compte Instagram, tu vois? Est-ce qu'ils sont pas trop envahissants? Oui, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'écrivent genre, oh, je t'ai vu, j'ai pas osé venir te voir, t'étais avec quelqu'un, je voulais pas te déranger, donc t'en as beaucoup même qui viennent pas me voir par rapport à ça. Après, je pense que j'ai pas une notoriété encore trop importante pour que les gens se permettent ça, tu vois. Mhm. Pour côtoyer des gens qui sont très très connus, et quand je suis avec eux, les personnes autour, se permettent des choses qui sont pas normales, quoi. Ok. Genre, t'es en pleine discussion et en fait, ah machin, tu vois, il prend la personne et il fait un selfie avec, genre sans lui demander, quoi, pour avoir à tout prix cette photo. Et moi, je vois ça un peu avec les gens que je côtoie. Et franchement, t'es un peu, ouais, on rentre dans ton intimité, t'es un peu, je sais pas comment expliquer, mais c'est très bizarre, quoi. Là, pour le coup, je comprends que ça dérange un petit peu. C'est clair que ça doit, bah, évidemment, évidemment que ça doit déranger un peu. Ok. Et puis, si tu refuses une fois, tu passes pour le connard, quoi. Pour le méchant. Tu vois, exactement. Parce que t'as refusé une fois une photo, enfin, tu vois, Et à d'autres échelles, tu prends des personnalités encore plus connues, c'est encore pire, quoi. Oui, oui, c'est ça, mais je me pose la question si les gens, ils ont cette retenue-là.
Évidemment, je me pose la question parce que moi-même, je ne suis pas confronté à ça. Donc, c'est pour ça que je te pose la question à toi qui est confronté à ça. Mais du coup, je me demande si les gens, ils ont cette retenue-là ou pas. Mais donc, Ça du coup, dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Tu vois, à notre échelle, est-ce que si tu vois un acteur, un chanteur que t'aimes bien, tirer l'alpaguer, tirer forcément lui demander une jamais de la photo, vie. enfin Jamais de voilà. la vie, parce que Mais moi, et t'as j'aimerais des pas qu'on me le personnes, fasse. bah voilà, mais t'as des personnes qui le feraient quoi. Ouais, ok. Euh, tu travailles combien d'heures par semaine? T'as une idée? À quoi ressemble ta semaine un petit peu dans sa C'est mécanique? c'est très très variable. En fait, avec le temps, je me rends compte que j'aime bien ne pas avoir de cadre très strict, Ok. tu vois. Euh, et puis en fait, je crois qu'avec le temps, j'apprends à moins travailler aussi. Et pour autant, je ne suis pas moins efficace ou moins productive. Tu vois, pendant un moment, j'ai cru que plus je travaillais, plus j'étais, comment dire, plus j'avais de légitimité. Voilà. Ok. Et plus j'allais produire. Sauf qu'en fait, en faisant ça, il y a une période où je me suis totalement oubliée, où je dormais pas, où j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ou même d'ailleurs, j'arrivais plus à produire parce qu'en fait, je brassais de l'air, quoi. Donc en fait, je pense que je bosse moins qu'avant. Je bosse quand même beaucoup, je pense, mais j'organise un peu mon planning comme je veux. Tu vois, par exemple, là, on sort de l'hiver, j'ai organisé mon planning en fonction de la lumière du jour. C'est-à-dire que la matinée, j'allais skier et puis je travaillais quand il faisait nuit. Et en Ok. fait, c'est un peu l'avantage de pouvoir organiser ton emploi du temps comme tu veux. Là, en ce moment, cette semaine, il fait beau, donc je vais profiter d'aller dehors et puis je travaillerai le soir. Donc ça dépend. Souvent, je cale un peu mes. Alors j'ai mes consultations forcément que je peux pas bouger, mes rendez-vous, mais j'essaie de les caler en début de matinée, en fin de matinée ou tu vois, en début de demi-journée ou en fin de demi-journée pour pouvoir faire autre chose de cette demi-journée. Et puis après, je cale mes entraînements et puis le reste, ça va être le travail, en sachant qu'il y a des périodes qui sont forcément plus chargées que d'autres. Là, je sors d'une période assez compliquée. Ah oui, tiens, je te l'ai pas dit, mais j'ai écrit un livre justement qui va sortir le mois prochain, Oh, cool. mi-mai. Donc voilà, je peux enfin en parler. J'en ai pas encore parlé, même sur les réseaux sociaux. Donc forcément, cette période-là, elle a été un peu compliquée, plus mes formations. Donc il y a des périodes qui sont plus chargées et où je travaille plus, et je le sais. Mais tu vois, par exemple, les périodes où je vais bosser jusqu'à 22-23 heures, je sais que ça doit pas être récurrent. Je sais que ça doit être ponctuel et que je peux pas tenir ça sur le long terme, en fait. Mhm. Donc voilà, avec le temps, j'apprends à me connaître aussi et à savoir ce que j'ai besoin et ce que je peux faire. Donc voilà, parfois je vais bosser le dimanche, parfois je vais pas bosser le lundi. Ça dépend. Mais j'aime Tu bien cette modules. vie, c'est cool de pouvoir organiser comme tu veux. Ok. Mais tu modules, mais enfin, c'est semi-organisé. Tu sais qu'il y a des trucs que tu dois Ouais, faire, et du coup, je sais les tâches que je dois faire. Tu vois, j'ai ma hmm. petite to-do list par semaine, par jour. Et puis après, il faut juste que le truc il soit fait, quoi. Ok. Bah, du coup, parle-nous de ce livre, si t'es OK. Ouais, oui, bien sûr. Comment est Alors, venue l'idée? Comment est venue l'idée? Comment est-ce que ça se concrétise? Un peu les processus. l'idée, moi, j'avais envie d'écrire un livre, mais pas forcément immédiatement. Et en fait, il y a une maison d'édition qui m'a contactée, donc Marabout, chez Hachette, et qui m'ont dit, bah, nous, on aimerait faire un livre sur la nutrition sportive et on aimerait le faire avec toi. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me suis dit, bon, bah, je comptais pas le faire tout de suite, mais au final, est-ce que c'est pas le bon moment? Et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Donc ça s'est fait comme ça, l'an Génial. dernier. Donc, On m'a c'est contacté après à cette période, d'ailleurs. OK. Donc, c'est la maison d'édition, ils ont dit, ouais, nous, on veut faire un livre sur la nutrition et on veut bosser avec toi. Ouais, tout à fait. Hyper gratifiant. Ouais, hyper cool. En plus, le même jour, j'ai été contactée par deux maisons d'édition, je te jure que c'est vrai. OK. Donc j'avais le choix. J'ai fait les deux calls. Mais ouais, le même jour, deux maisons d'édition qui m'ont contacté et elles se sont même pas concertées, quoi. OK. Et du coup, Donc c'est pour ça que je me dis, c'est un signe, je dois faire le livre. ouais. Et t'es parti avec Marabout plutôt qu'avec l'autre, pour quelle raison? Meilleur feeling, c'était vraiment que ça, en fait. Meilleur feeling. En plus, donc je suis dans une agence qui gère plusieurs talents sur les réseaux sociaux dans le monde de la santé et du sport. Et mon agence a l'habitude de travailler avec Marabout, donc c'était aussi une question de comment dire, de confiance. Je savais que ça marchait bien et Mhm. qu'ils travaillaient souvent avec des gens de l'agence. Donc c'est vraiment question feeling et puis question de, je sais que ça va fonctionner quoi. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi l'axe principal du livre? La nutrition du sportif, j'ai bien compris, mais Ouais, c'est un guide général sur l'alimentation du sportif. C'est pas un sport en particulier, c'est vraiment pour acquérir les bases quand tu es sportif et que tu veux optimiser ton alimentation pour ta santé et ta performance. En gros, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment
un guide qui brasse un peu tu vois, l'alimentation au quotidien, comment équilibrer ton alimentation, en fonction de ton sport, et puis après, comment adapter ton alimentation à l'effort. Il y a une partie aussi sur les différents régimes alimentaires, euh, sur différentes pathologies du sportif, surtout sur entraînement, REDS, troubles digestifs. Donc c'est un guide un peu complet, pas spécifique sur une seule discipline, mais pour avoir un gros bagage et puis savoir gérer ta nutrition quand tu es sportif, quoi. Ok. Et du coup, ce livre, il va sortir en format électronique et en format physique? Ouais, et il Génial. sera dispo partout. C'est bon, ça. Mm. C'est combien d'heures de... Est-ce que ça a été un processus difficile d'écrire ce livre? L'écriture, non. Je t'avoue que quand je m'y suis mise, ça c'est sorti tout seul. Ok. En gros, j'ai signé le truc en avril et j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant juin parce que juin, juillet même parce que je préparais des ultras et en fait je m'entraînais beaucoup, j'étais fatiguée. En gros, je consacrais mon temps presque qu'à ça et aux consultations. Et en fait, je me suis mis l'été et je crois qu'en octobre le truc était écrit, quoi. Ça a été rapide d'écrire. Ce qui a été plus long, c'est tous les processus de correction, quoi. Ok. Je crois qu'il y a une cinquantaine de versions du livre tellement on a fait d'aller-retour. Ouais. Parce que Et moi, à la base, j'avais écrit un truc qui aurait fait un livre de 1000 pages. Et on m'a dit, oh là, ça va pas bien se vendre quand même. Il faut on quand va se même un truc calmer. pratico-pratique. Voilà, on écrit au grand public. Tu vois, moi, j'avais fait un truc vraiment, une encyclopédie pour celui qui veut tout savoir sur la nutrition, mes versions poussées, biochimie, etc. Et en fait, on a dû trouver un juste milieu quand même pour vulgariser. Et on a dû bien couper. Donc, c'est toute cette phase-là qui a été plus longue et plus fastidieuse, et pour moi qui a peut-être été un petit déchirement parce que j'enlevais des choses qui étaient pour moi importantes, mais d'un autre côté, c'est vrai que il fallait parler au plus grand nombre et voilà, j'aurai peut-être l'occasion de faire d'autres livres, j'espère, du moins j'ai envie, donc Mhm. j'aurai l'occasion de transmettre d'autres choses. Ok. Et de 1000 pages, du coup, on est arrivé à... Je crois qu'il fait à peu près 250 pages, donc tu vois, quand même, on a À bien bien, coupé, quoi. à bien taillé, là. Ça a bien taillé, ok. Juste avant, tu parlais d'une agence qui regroupe plusieurs professionnels de la santé. Alors, comment la relation avec cette agence est née et qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec cette agence? Alors, l'agence, c'est Fresh Touch. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du nom. Il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui sont dans cette agence. Euh, En gros, j'y suis depuis mars 2024, donc ça fait une grosse année. Comment tu rentres dans une agence, ça dépend. Soit tu la contactes, soit c'est elle qui te contacte. Moi, je les ai contactés et ils avaient déjà une visu sur moi, en gros, c'est comme ça que ça s'est fait. Mhm. Et qu'est-ce que ça apporte une agence? Bah, deux choses principalement. C'est déjà, ça t'apporte plus d'argent, concrètement, parce que en fait, les collaborations que tu fais avec certaines marques, bah, je pense qu'aujourd'hui, avec l'agence, on demande 4 fois plus que ce que je pouvais demander tout seul. Donc, l'air de rien, ça joue. Ils prennent 20% en gros pour être transparent Mhm. sur le, sur le, sur la stratégie. Et ça m'apporte aussi plus de contrats et d'opportunités. Tu vois, j'ai pu faire par exemple, enfin, j'ai pas mal de trucs qui ont été chouettes cette dernière année. J'ai pu aller au Vendée Globe, tu vois, soutenir une équipe, et ça, c'est par l'agence que ça s'est passé. Je suis ambassadrice d'une autre équipe de voile, un trimaran ultime, le SVR Lazartique. Donc pour les connaisseurs, ça leur parleront. Pour ceux que ça parle pas, les trimarans ultimes, il y en a que 6 dans le monde, c'est les plus rapides. Et en gros, c'est dans le monde de la voile, c'est un peu le Graal, quoi. Donc ça, pareil, j'ai pu faire un tour sur un trimaran. Puis pour cette année, je suis encore ambassadrice. Donc il y a plusieurs choses que je peux débloquer grâce à ça, grâce à l'agence que j'aurais pas eu toute seule. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect partenariat et l'aspect financier, quoi. Ok. Et l'aspect aussi, c'est plus moi qui gère le tout, quoi. C'est eux qui gèrent tout et moi, Tu dis les j'ai juste à contrats, les produire discussions, et toi, tu arrives Exactement, et puis tu donnes... tout à fait. ok. Si tu veux pas, et dans quelles conditions. Mm, Ok. exactement. Et c'est quoi pourquoi est-ce qu'ils avaient... Enfin, si vous en avez discuté, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils avaient déjà des vues sur toi ou c'est quoi les prérequis pour rentrer dans ce type d'agence? En gros, ils ont plusieurs pôles. Ils ont commencé avec des gens qui faisaient de l'éducation et de la parentalité sur les réseaux sociaux, et puis après, ça s'est élargi. Leurs deux gros pôles aujourd'hui, c'est la santé et le sport. Donc, dans le sport, ils ont beaucoup de sportifs de haut niveau. Et dans la santé, bah, il y a des diététiciens, des médecins, des kinés, des ostéos. Mais on est tous sur les réseaux sociaux, on fait tous du contenu sur les réseaux. Donc, je pense qu'ils ont attendu que j'ai assez d'abonnés, surtout. Ok, d'accord. Voilà, c'est un prérequis quand même Oui, bah pour pouvoir j'imagine. derrière avoir des contrats et avoir un financier derrière. Et que ce soit Donc, quand je rentable les ai pour eux. contactés, j'avais 58 000 abonnés, je crois.
Ok. Voilà, bien l'année dernière. Par rapport à tout ce que tu fais, Nouchka, c'est quoi les phases difficiles face auxquelles tu t'es retrouvé? Euh, ou plutôt, c'est quoi le côté le côté plus sombre ou le revers de la médaille de tout ce que tu fais, s'il y en a un? Ouais, bah, j'en ai un peu fait les frais l'année dernière. Donc, je suis diététicienne du sport. À côté, je fais du sport. Et parfois, c'est dur de dissocier les deux et de vraiment prendre plaisir juste dans le sport. Parce que j'ai toujours cette casquette de professionnel du sport et les gens regardent beaucoup ma performance. Alors que c'est pas forcément ce que j'ai envie de mettre au premier plan aujourd'hui. Parce que la performance, j'en ai fait. Et en gros, j'ai eu vraiment une remise en question là-dessus sur mes vraies motivations à faire du sport. Parce que j'arrivais sur des courses et en fait, les gens avaient beaucoup d'attentes de moi. Et je me perdais un peu dans la vraie raison pour laquelle je m'inscrivais à des courses, tu vois. Et je me suis un peu perdue l'année dernière. Je me suis beaucoup entraînée, trop. J'écoutais pas mon corps pour bah, justement performer, performer, performer. J'ai fait un REDS syndrome l'été dernier, donc un syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport. Tu le Mhm. vois pas forcément parce que quand tu dépenses 4 5 000 calories par jour, t'arrives pas forcément à en manger autant. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont remis en cause ma légitimité. Quoi, t'es diététicienne du sport et tu as ce syndrome? Enfin, tu vois, c'était incompréhensible pour eux qu'une diététicienne fasse ça, quoi, tu vois. Ils Et savent en pas qu'on gros, n'est on a jamais assez remis. objectif avec soi-même. Mais surtout qu'en fait, c'était un syndrome qui est vraiment très complexe, quoi, parce qu'il suffit pas juste de manger à sa faim. Tu peux manger à ta faim et manger 500 calories en moins que ce que tu as besoin quand tu fais beaucoup de sport. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment ce côté-là. Où j'ai du mal et je peux plus en fait. Je peux plus dissocier les deux de toute façon. Vraiment ce côté professionnel et sportif qui est censé être un loisir et qui est censé être quelque chose pour toi. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi mon métier, le sport. Parce que tu vois, je vais sur une course, je fais une vidéo où je raconte la course, parce que c'est aussi mon taf, quoi. Mais d'un autre côté, c'est quand même une contrainte. Et aujourd'hui, bah, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux quand même. J'ai dit que je revoyais ma façon de faire du sport, que je voulais plus avoir de pression. Donc, si les gens voulaient m'en mettre, bah, moi, je le recevrais pas. Et que j'avais besoin aussi de faire les choses pour me retrouver, pour le plaisir, faire des courses parce que le paysage est beau et parce que ça me fait du bien d'être longtemps en montagne. Mais j'essaye de trouver un peu ma place là-dedans parce que c'est pas facile. Tu vois, quelqu'un qui a un taf un peu conventionnel, bah, il fait sa course. Il l'a fait pour ses propres raisons. Il y a personne qui est témoin de ça à part sa famille ou ses proches. Et puis, s'il est content de lui, c'est cool. S'il se foire, bah, personne va le pointer du doigt sur les réseaux, quoi. Moi, j'en ai qui venaient commenter mes vidéos YouTube avec des faux comptes en me disant, en m'insultant et en me disant que j'étais pas pertinente, que normalement, je devrais faire mieux, machin. Tu vois, c'est un peu chelou comme truc, quoi. Ouais, effectivement. D'accord. Donc ce serait, c'est cette. Et comment t'as fait le pas là-dessus? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour pas te retrouver là-dedans? Bah, t'es obligé d'apprendre à te détacher parce que de toute façon, la visibilité, tu peux pas en avoir moins. Mhm. Quand tu vas sur une course, bah, les gens vont le savoir ou ils peuvent facilement le retrouver, tes résultats. Mais comment dire, quel pas, je pense que c'est plutôt moi avec moi-même en fait. Ok. Tu vois, je fais un suivi avec une psychologue du sport depuis 8 mois maintenant, 8 9 mois. Ça m'aide beaucoup sur ma façon de voir le sport et sur mes réelles motivations. Euh, et puis, je pense que le fait d'annoncer qu'en fait, alors, le fait d'être honnête avec toi-même, avec les autres. C'est-à-dire que je mens pas aux gens. Je leur dis, Mhm. moi, je suis une compétitrice, donc forcément, j'ai toujours envie de faire mieux. Maintenant, c'est plus ma motivation principale. Et moi, je viens pour kiffer. Donc, je vais pas vous donner de chrono, je vais pas vous dire ce que j'ai envie de faire. J'en sais rien. Ce que je veux, c'est venir profiter de mon truc. Et puis, s'il y a une performance à la clé, ce sera bien. Et sinon, c'est pas grave, ce sera pas l'objectif principal. Et en fait, les gens aiment même mieux parce que tu vois, si les gens veulent suivre quelqu'un qui performe, ils vont suivre un trailer professionnel, quoi. Mhm. Voilà. Et en fait, les gens aiment bien le côté, bah, je peux m'identifier à elle, quoi. Et je pense que c'est même plus cool. Du coup, je trouve plus de plaisir parce que les gens n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur montre comment performer. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur montre comment faire les choses, tout simplement. Mhm. Et c'est ce que j'aime bien transmettre aussi. C'est une phrase que j'aime bien dire, c'est vous pouvez tout faire, il suffit juste de le faire. Mais je le pense vraiment parce que il y a quelques années, j'étais tellement malade que je pouvais pas courir 1 kilomètre. Et aujourd'hui, je fais des ultras, quoi. Et j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Donc, tu vois, parfois, j'aime bien aussi me rappeler de tout le chemin parcouru et me dire que ce que je fais, c'est quand même cool et pas chercher le toujours plus parce qu'on cherche toujours le toujours plus, on se compare toujours à celui qui fait plus et au final, tu t'oublies si tu fais ça. Mhm.
Je suis d'accord avec toi. C'est quoi la plus grande distance que tu aies parcourue en ultra? Pour l'instant, sans borne. Ok. Et c'était comment? C'est dur. C'était dur. Mais surtout que j'étais pas dans un bon mood. Tu vois, c'était l'année dernière. Donc c'était dur. Là, j'ai fait ma première course de l'année, là, il y a 2 semaines. J'ai fait un 70 bornes et ça s'est très bien passé. Je l'ai bien vécu. Donc en fait, c'est dur de toute façon comme discipline. Maintenant, je pense que le fait d'avoir revu un peu ma façon de voir le sport, ça va m'aider à mieux vivre mes courses aussi. Là, je prépare un 140 km cette année, qui devait avoir lieu l'année dernière et qui a été raccourci, parce que bah, justement, en Valais, là, toi, t'habites en Suisse, en Valais, l'été dernier, il y a eu Oui. des Le grosses bordel. conditions très, très compliquées. Mhm. Donc, c'était impossible de faire la course en entier. Mais j'y retourne cette année, justement, pour faire mon premier 140 km. Ok. Et il y a des distances ou il y a des courses mythiques que tu aimerais faire dans les années à venir? Ouais, oui, forcément, j'aimerais bien faire l'UTMB, quoi. L'UTMB, quand il va, la semaine de course, c'est quand même incroyable. Là, je fais une course de l'UTMB cette année, mais je fais pas l'UTMB, je fais l'OCC, donc c'est 56 km. Mais quand tu vas sur cette course mythique, t'as des frissons, même sans courir, quoi. C'est Ok. incroyable. Voilà, l'UTMB, peut-être la Western States aux États-Unis, qui est aussi une course emblématique. Euh, la Diagonale des Fous, forcément. Mhm. Mais je me laisse le temps parce que c'est des grosses courses et puis, tu sais, je suis jeune et en fait, quand tu regardes la moyenne d'âge, même sur Ultra Trail, c'est pas aussi jeune, quoi. Mhm. Donc, Tu... donc je me laisse le temps. Ouais. Pour juste aller un tout petit peu dans la technique de course, tu penses qu'il faut une certaine maturité physique et physiologique pour pouvoir encaisser des grosses distances? Là, une connaissance qui va faire le tour des géants cette année. C'est 300 kills. Ouais. Il approche gentiment de la barre des 50 et ça fait des années et des années qu'il court. Comment est-ce que tu vois la chose par rapport à ça? Ben, je pense qu'au-delà même de maturité physique, physiologique, c'est une maturité psychologique et mentale, quoi. Mhm. Tu vois, t'apprends à mieux te connaître aussi, à mieux, parce que je pense pas que physiquement, à 50 ans, t'es mieux qu'à 25 ou 30, au Mhm. contraire. Par contre, t'as beaucoup appris sur toi. Donc, je pense que c'est ça qui fait que la moyenne d'âge, elle est aussi plus élevée, c'est que plus t'avances dans le temps, au fur et à mesure des années dans ce sport, plus tu apprends sur toi et moins tu risques de péter en vol, quoi. Donc, je Ok, pense qu'il y a de ça. ça marche. C'est quoi que tu cherches à accomplir à travers tout ce que tu fais? Tu vois, si on peut parler de mission ou on peut parler de responsabilité. J'aime bien aborder le truc de cette manière-là. C'est que je pense qu'on arrive tous sur cette terre avec des capacités, des trucs qu'on sait peut-être mieux faire que les autres, ou en tout cas un truc qui brûle à l'intérieur de nous et puis qu'on a envie de transmettre. Et tu dirais que c'est quoi, toi, cette responsabilité que tu as, ou plutôt ta mission? Tu choisis le terme que tu as envie de choisir. Ben, si je fais un bilan un peu de tout ce que je fais, alors oui, il y a l'aspect connaissance en nutrition sportive et aider les sportifs à aller mieux, mais tu vois, j'aime bien aussi partager ma vie, mon sport, mes doutes, et mes échecs aussi, parce que ça fait partie de moi. J'ai pas envie d'être que une vitrine de réussite. Je trouve que c'est pas authentique pour le coup. Mhm. Euh, donc je pense que ce que j'ai envie de partager, c'est peut-être le fait de dire aux gens qu'il faut tenter et que même s'ils se foirent, c'est pas grave parce que des trucs, j'en ai foiré dans ma vie, j'ai même foiré ma santé, tu vois. Mhm. Mais au final, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et je suis contente. Et je suis contente de tenter, de parfois échouer. Tu vois, je pense que c'est jamais, de toute façon, tu perds jamais. Enfin, dans tous les cas, tu vas apprendre sur toi. Et je pense que c'est le but un peu de la vie, tout simplement. Voilà, je vais partir sur une phrase un peu philosophique. Je pense que Vas-y. le but de la vie, c'est d'apprendre et qu'à partir du moment où tu apprends, tu n'as plus rien à vivre, tout simplement. Quelqu'un qui sait tout et qui a tout fait, qu'est-ce qu'il fait encore sur cette terre au final? Parce que quel est le but de la vie si ce n'est apprendre, progresser et aider les autres à progresser? Mhm. Tu vois, je pense que c'est vraiment ma motivation, c'est ça, c'est faire en sorte que les gens comprennent qu'ils ont des capacités en eux, qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, et les aider à les révéler et juste à tenter à faire des choses. Et peu importe le truc, hein. Tu vois, moi, je partage mes aventures en trail, en ultra trail, mais ça peut être autre chose, quoi. Ça Mhm. peut être tout à fait autre chose. Ça peut être, je sais pas, faire de la peinture. Tiens, j'ai toujours voulu peindre, mais j'ai toujours eu peur qu'on me juge. Bah, vas-y, je me lance et puis au pire, ça foire. C'est juste faire des choses de sa vie plutôt que de parce qu'en fait, la vie est très courte et moi, j'ai 26 ans, mais j'ai déjà peur de la mort, tu vois. J'ai Ok. toujours eu peur. J'y pense tous les jours, hein, je peux le dire.
J'ai peur de vieillir, j'angoisse à l'idée de pas faire quelque chose de ma vie Je suis et plus le fait proche, que ça passe. je suis plus proche de mes 40 ans que de mes 30 et tu me dis que tu as peur de vieillir. J'ai envie de me Je taper la sais, tête contre mon et bureau. c'est pour ça que je le dis jamais, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit, mais t'es jeune, t'as 26 ans. Ouais, mais hier j'avais 18 ans, on disait déjà ça, et puis demain j'aurai 50 ans et j'aurai le droit de dire ça. Ouais, Non, clairement. en fait, je suis consciente de ça, je suis consciente qu'on est que de passage Ouais, ouais, bien sûr. et qu'en plus, si ça se trouve, je vais pas vivre jusqu'à 90 ans, quoi. Si ça se trouve, je vais mourir demain, en fait. Mhm. Donc ça, je suis très consciente de ça, et c'est la Un raison truc pour est laquelle sûr, j'essaie pour être sarcastique de... et un peu d'humour noir, c'est que si tu meurs demain, l'épisode qu'on fait aujourd'hui, il va exploser. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il va exploser. T'as C'est pas faux. un épisode ça va être Post-mortem. post-mortem, ça va être fou. Ouais, c'est vrai. Donc voilà ce Et que je évite peux te quand dire même, pour s'il te répondre plaît. à ta... Oui, mais pour répondre à ta question, c'est vraiment de faire en sorte que les gens prennent confiance en eux et qu'ils sachent qu'ils peuvent faire des choses, quoi. Et que c'est Belle- pas réservé aux autres. Beau projet. Cool. Euh, la première partie est finie. J'ai un quiz en fait qui est presque à la fin du podcast. Après, on a quelques questions d'ordre général. Merci pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Effectivement, tu es la même en vrai. Enfin, en vrai, on s'entend, on est en train de discuter sur Zoom, En mais visio. en visio, tu es la même en visio que sur les réseaux. Donc, ça, c'est déjà très agréable de voir ça. Et donc, déjà, merci pour ça. C'est très cool. Cool. Et merci pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. C'est plein de bienveillance, c'est plein de bon sens, c'est plein de nuances. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a besoin, en fait, d'être capable de nuancer. Et donc, c'est très cool de t'entendre dire tout ça. Le but du quiz, Nouchka, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas donner. Ok. OK? 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi? Oh, aux jeux vidéo. Un en particulier? Ouais, je jouais à Call of. Quand Waouh! j'étais petite, quand j'avais 12 13 ans, quoi. Mais bon, OK. j'étais petite. Ouais, Mais petite. sinon, quand j'étais plus petite, je jouais au Pet Shop. Ah, ok. Les petites figurines, là. D'accord, ça marche. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Les fruits de mer. Ton outil d'entraînement favori. Ma montre. Une de tes manies si tu en as. Est-ce que j'ai des manies? Là, comme ça me vient pas. Ok. Faudrait que je réfléchisse plus. Ta citation préférée si tu en as une. Tu peux tout faire, il suffit juste de le faire. Mhm. Un gros mot que tu dis souvent si tu dis des gros mots. Ouais, j'en dis beaucoup trop. Mais un. Putain. Putain. Ton film favori. Mon film favori, bon, le premier qui me vient parce que j'ai vu 10 fois et que j'aime bien, c'est American Sniper. J'avoue, j'aime bien. Ok. Ton plat préféré. La pizza. Ce que tu aimes le moins dans ton job. Ce que j'aime le moins dans mon job, Ouais. les haters. Haters. Tu écoutes de la musique? Oui. La chanson du moment qui tourne en boucle. Ma chanson du moment qui tourne en boucle. J'ai une playlist, j'avoue que j'écoute pas une seule chanson, mais Ok. j'ai une playlist de rap qui s'appelle Tugri. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Spotify avec tous Ok. mes best-of de rap. Ok. Donc tu cours dans des paysages magnifiques avec de la grosse musique de Tug dans les oreilles. Exactement, tout à Aïe, aïe, fait. aïe. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Bah, tu sais quoi, je vais rester à l'essentiel, je vais dire ma mère. Ah, parfait. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais? Pilote de chasse. Ok. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Une lecture que je recommande, peu importe le domaine, Le Cygne Noir. D'accord. Euh, Ah, comment il s'appelle déjà? L'auteur? J'ai un blanc. C'est Taleb? Ouais, voilà, c'était ça. Black Tout Swan. à fait. Ok, c'est la fin du quiz. Tu t'en es très bien sorti, Nouchka. Ça va. J'ai eu peur, mais ça va. J'aurais pu essayer, tu vois, de te faire des réactions biochimiques et puis de t'interroger comme ça à l'arrache pour voir si ça passait ou Pour pas. juger, voir si je suis vraiment... T'es légitime ou pas. Ah non, pas du tout. Déjà, parce que j'aurais même pas compris les questions que je pose. Donc, ça n'aurait eu aucun sens. Euh, la Nouchka d'aujourd'hui peut aller parler à celle qui fait sa première hospitalisation. Tu te dis quoi à toi-même? Ouah, c'est chaud. Ouais. Là, Qu'est-ce j'aime que je bien me poser dis? deux, trois. T'as remarqué, il y a deux, trois questions comme ça. Ouais, Voilà. Et ouais. puis après, t'as des questions un peu plus.
Un peu plus punchy. Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Bah, que la solution, c'est pas la mort. Et qu'en faisant le choix de la vie, bah, elle va trouver le sens de la sienne. Voilà, c'est bien ça. Oh là là. Alors là, ça c'était C'est joliment pas dit. mal. Ah ouais, ça c'était joliment dit. Ok. Euh, dans 10 ans, tu voudrais être où? Ou en être où? C'est chaud. Ouais. On n'est plus dans le quiz, je suis pas obligée de répondre au tac au tac, Non, mais non, il là, faut tu pas peux trop que je réfléchir. réfléchisse quand même. Encore. Tu vois, je me suis toujours dit que si ça me plaisait plus ce que je faisais, je m'autorisais de faire autre chose. Tu vois, le trail, l'ultra trail, si ça me plaît plus, je ferai un autre sport. Peu importe le sport, je changerai. Je m'interdis rien, en fait. Euh, Si la nutrition sportive, ça me plaît plus, j'en ferai plus. Mais ça, j'en doute, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même une sorte de responsabilité dans le milieu où je me dois de creuser un petit peu le truc quand même pour aider les gens. Mhm. Et j'aime toujours ça, donc je vais faire en sorte d'aimer ça le plus longtemps possible et de pas m'en dégoûter. Voilà, ça c'est le premier truc. Ok. Donc où est-ce que je me vois? Bah, je me vois en ayant peut-être une visibilité encore plus grande pour impacter encore plus les gens, quoi. Ok. Bah, ça va être violent. Parce que la visibilité est déjà grande, donc si c'est encore plus grand, ça va être encore mieux. Ouais, mais tu sais, rien que le fait de passer à la télé, je pense que c'est pas forcément un goal, Mhm. parce que j'ai pas forcément envie d'aller à la télé, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quand même un truc qui... Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un argument d'autorité, quoi. Mhm. Ok. Et tu as un poids. Tu as beaucoup de gens qui passent à la télé en nutrition qui sont pas pertinents, et pour autant, ils sont très suivis Ouais. et très écoutés, quoi. Ouais, en fait, quand tu as dit passer à la télé, j'ai pensé au bien que ça ferait aux gens de t'entendre versus toutes les conneries qu'ils peuvent entendre de... Ouais, malheureusement, je suis pas assez tranchée, donc je sais pas si ça fonctionnera. Et d'un autre côté, vu que je suis nuancée et que j'attaque pas frontalement les gens, peut-être que ça peut plaire. Donc je ne sais pas. Ouais. En tout cas, moi, aujourd'hui, avec l'expérience et le semblant de sagesse que j'ai développé, je suis toujours plus attiré par les gens qui ont un discours nuancé que par les gens Mm. qui ont un discours tranché. Et pour revenir sur Sean dont on a parlé au début, un truc que j'ai appris de lui, c'est de dire de ce que je comprends. Ouais, Et ouais. ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, j'ai tendance à accorder plus facilement ma confiance à quelqu'un qui va dire, en fait, voilà ce que je comprends aujourd'hui de ce que j'ai pu lire, voilà ce que je comprends de ce que j'ai pu faire. Peut-être que demain ça changera, mais voilà, aujourd'hui c'est ce que je pense, ce que je pense comprendre, et je trouve que ça, en tout cas chez moi, ça crée un sentiment rassurant. Et Hmm. j'imagine que si c'est le cas Ouais, chez moi, ça doit être le cas chez d'autres personnes. ouais, bien sûr. Et puis pas, surtout pas avoir peur de dire que tu sais pas. Tu sais, les Mhm. gens ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de pas savoir, mais t'as le droit de pas savoir. Moi, je le dis des fois, hein. Dans mes formations, quand on me pose une question, parfois ça arrive que je sache pas répondre. Je dis, ok, là tout de suite, je sais pas, je vais regarder puis je te dirai quoi. Mhm. Et c'est beaucoup mieux que de dire une dinguerie Une qui est grosse fausse, quoi. connerie. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Euh, Je réfléchis, ça veut pas dire que j'en trouve pas, ça veut dire Non, qu'il y non. en a peut-être plein et que voilà. Content. Un truc positif. Moi, je trouve que la jeune génération, et peut-être pas moi, mais même celle d'après moi, je parle comme une vieille, t'as vu? Je pense que, Bienvenue au club. je pense qu'elle est bien. Je pense qu'elle cherche à améliorer les choses. Alors, bien sûr, il y a de tout, tu vois. Mais t'as l'impression que les vieux disent que les jeunes deviennent cons, mais qu'en fait on dit ça de tout temps. Et moi je pense pas qu'ils deviennent cons. Au contraire, je pense que c'est peut-être eux qui vont changer les choses. Et on s'autorise plus de choses aussi dans la vie de façon générale. Tu vois, je parlais du fait que moi quand j'avais 20 ans et que quand j'avais 20 ans et que je voulais changer de branche, je me suis dit que c'était une erreur parce que j'avais raté ma vie. Aujourd'hui, on peut se le permettre alors qu'avant on pouvait pas se le permettre. Je trouve ça bien de finalement être capable de s'autoriser de faire ce qu'on aime. On a plus de liberté au final. Même si certains disent que non, je trouve que si. Ok, j'approuve. Pour ce que ça a comme valeur, j'approuve ce que tu dis. Mm. Nouchka, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast ou quelque chose que tu as déjà dit et que tu aimerais répéter ou quelque chose que tu n'as pas encore dit et que tu aimerais partager avec les gens qui nous ont écoutés.
Je pense qu'on a tout dit, mais bon, si j'ai un dernier conseil à donner, c'est peut-être de garder un esprit critique dans tout ce que vous lisez, regardez, remettez peut-être tout en question, ne prenez pas tout pour acquis. Appuyez-vous, si vous ne savez pas lire des études de personnes assez fiables sur les réseaux. Croisez toujours les sources aussi, les personnes, ne vous fiez pas qu'à une seule personne. Et puis, n'hésitez pas à remettre en question les choses qui peuvent paraître trop miraculeuses ou trop tranchées pour le coup. Tranché, ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nouchka? Sur Instagram principalement, donc Mhm. Nouchka Diète, sur YouTube aussi, Nouchka Diète, et puis sur mon site internet fourchettebasket.fr, voilà. Où là, il y D'accord. a tous mes stages, mes formations, etc. De toute façon, je mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast. Nouchka, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir Et pris ben un merci à peu de toi. discuter avec nous. C'était très sympa. Euh, Top. C'était vraiment intéressant. Alors, j'aimerais te poser un milliard d'autres questions et aller plus profond dans la diète, dans les réglages pour la nutrition du sportif. On verra si un jour on a l'occasion de refaire un épisode sur ça. Mais merci beaucoup. C'était très cool de t'avoir et de partager ce moment avec toi, puis d'apprendre à te connaître, parce que du coup, moi, je ne te connaissais que à travers ton Instagram. C'est un plaisir partagé en tout cas. Merci à toi. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci beaucoup de nous avoir suivis avec Nouchka. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue. Et puis si c'était pas votre premier épisode, eh bien, merci pour votre fidélité. On se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao Nouchka. Ciao.